Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, donc effectivement, la durabilité des bioprothèses, c'est un sujet qui anime beaucoup les derniers congrès de cathétérisme, en particulier les congrès de valves percutanées depuis le dernier PCR à Paris. Alors, en 2017, c'est vrai qu'on assiste à une envolée vraiment impressionnante des implantations dans le monde. L'expérience est considérable. Il y a une amélioration des dispositifs, des stratégies d'implantation. Le TAVI est beaucoup plus simple. On le fait dans près de 90% des cas par voie fémorale. On sait que c'est aussi bien que la chirurgie chez les patients à haut risque et à risque intermédiaire. Et c'est même mieux que la chirurgie quand on passe par voie fémorale chez les patients intermédiaires. Et donc, il est clair que l'on s'attend à ce que le TAVI soit même adopté et réalisé chez des patients plus jeunes et à moindre risque dans les années à venir. Et donc, la question qui n'est pas encore résolue, c'est quelle est la durabilité comparative des valves percutanées par rapport aux bioprothèses chirurgicales, dont on connaît bien la durabilité et qui est excellente pour les valves qui sont implantées par les chirurgiens, dans la grande majorité des cas, les péricardes de bœuf et les valves de porc. Alors, avec l'extension du TAVI, justement, à des patients plus jeunes, c'est un enjeu qui est quand même vraiment important. C'est observé, donc ce qu'on appelle durabilité, c'est est-ce qu'il y a une détérioration structurelle de la valve? Donc, on écarte l'endocardite, on écarte la thrombose. Donc, est-ce qu'il y a une détérioration de la valve elle-même, ce qu'on appelle structural valve dysfunction ou deterioration? Donc, on sait qu'elle peut être observée après chirurgie, après TAVI, et on sait bien sûr que ça peut grever l'évolution clinique. Et on sait que pour les chirurgiens, ils ont une définition assez simple, un peu réductrice, puisque eux considèrent qu'il y a une dégénérescence uniquement lorsqu'elle impose une réintervention. Dans les autres cas, en gros, on ne s'en occupe pas. Il n'y a qu'une équipe chirurgicale, avec un article publié par Bourguignon récemment, qui s'est intéressée aux données échographiques, qui sont effectivement plus fiables et probablement qui peuvent détecter de façon beaucoup plus précoce une dégénérescence de valve, mais ce n'est pas du tout la définition classique pour les chirurgiens. Et pour le TAVI, il n'y a pas vraiment de définition. Il y a une petite définition dans VARC 2 qui parle de gradient supérieur à 20, mais sans parler d'augmentation de gradient par rapport à la base. Donc il y a vraiment un besoin. Et qu'est-ce que l'on peut dire en 2017 de la durabilité des valves percutanées pour une technique qui commence à avoir presque 15 ans quand même? Alors voilà, je vous ai listé ici, juste sur cette diapositive, toutes des grosses études et des grosses expériences depuis le début en 2002. Donc effectivement, à Rouen, on a commencé les premiers. Il y a eu ensuite quelques centres en France. Il y a une grosse expérience à Vancouver avec John Webb au Canada depuis 2005. Et puis, il y a les registres français, donc France, France 2, France TAVI, des registres nationaux en Allemagne, en Italie. Et il y a les études randomisées, Partner 1, récemment Partner 2, et l'étude randomisée Corvalve. Mais en fait, ce qui nous intéresse pour la durabilité, c'est un petit peu qu'est-ce qui se passe au-delà de 5 ans. Et en fait, les seules données qu'on peut avoir sur ce qui se passe après 5 ans, c'est les patients implantés avant 2011, puisqu'on est en 2016. Donc il faut qu'ils aient vécu au moins 5 ans pour avoir des informations sur ça. Donc on va regarder ce qu'il y a dans la littérature. Donc en fait, sur le plan d'études vraiment randomisées scientifiques, comparant chirurgie et TAVI, il n'y a qu'une étude, c'est Partner, et encore, elle ne va que jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire qu'à 5 ans, on sait que c'est pareil, c'est-à-dire qu'on sait déjà que la mortalité est la même entre chirurgie et TAVI chez les patients à haut risque, entre une valve sapien et un remplacement valvulaire. Mais cette étude, qui a été publiée dans Lancet l'an dernier, montre qu'il n'y a absolument aucun changement dans le gradient moyen à 5 ans, une surface aortique est inchangée, ce qui est extrêmement rassurant. Donc en fait, les surfaces et les gradients sont inchangés et ils ne rapportent aucun cas de dégénérescence. Mais encore une fois, on ne dépasse pas 5 ans, donc on ne peut pas vraiment parler de durabilité à long terme. Est-ce qu'on a des données dans les registres? Alors on a 2 registres qui ont publié des résultats à 5 ans, également pas au-delà. On a le registre de John Webb, canadien, Tocqueviller, et puis on a le registre italien. Alors dans les deux, vous voyez, on a un nombre de patients qui est assez faible ici, mais correct ici. Et vous voyez que le gradient est absolument inchangé. Donc si on étudie le gradient annuellement, on n'a pas d'aggravation du gradient moyen. Et les auteurs signalent chacun quelques cas de dégénérescence. Vous voyez, 3 patients dans la cohorte de Vancouver qui ont des signes de dégénérescence à l'écho. Dans le registre italien, il y a 5 cas certains
dont 2 qui ont été traités par valve-in-valve, et 10 cas qu'ils considèrent, ne définissent pas comme dégénérescence, mais enfin, ils ont une resténose modérée, donc c'est peut-être un début de dégénérescence aussi. Alors, qu'est-ce que l'on sait au-delà de 5 ans? Puisque c'est quand même ça qui nous intéresse quand on parle d'étendre les indications à des patients plus jeunes. C'est peut-être pas aussi important pour des gens de 85 ans, mais ça l'est pour des plus jeunes. On n'a pas grand-chose pour l'instant de présenter. Il n'y a aucun article. Il y a eu 2 présentations. Donc, on a l'expérience, la nôtre, de Rouen, puisqu'on a commencé en 2002. Donc, on a 242 patients qui ont eu une valve avant 2011. Et à Vancouver, ils ont 266 patients qui ont eu une valve entre 2005 et 2011. Et donc, je vais vous présenter ces résultats. Alors, à Rouen, vous voyez que pour avoir des données au-delà de 5 ans, on ne peut prendre que les patients du début. Et les patients du début, vous voyez ici, on était les seuls à en mettre. C'était des patients réellement compassionnels. Ils avaient une espérance de vie extrêmement courte. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils vivent extrêmement longtemps. Et ensuite, vers les années 2007-2011, on a les patients inopérables ou à haut risque. Et donc, au total, on en a 242 qu'on a pu suivre. Alors, on a pu les suivre parce qu'on avait décidé de les suivre tous annuellement, 1 mois, 6 mois, annuellement, sur le plan clinique et sur le plan échographique, justement pour suivre cette nouvelle thérapeutique. On n'a pas de core lab, c'est-à-dire c'est nos seniors échographistes qui réalisent les échographies, mais on reconvoque tous les patients. Il ne s'agit que de valves PVT, donc c'était la start-up initiale, Cribier-Edwards, qui n'a jamais été commercialisé, et puis Sapien et un petit peu d'XT. Donc les patients, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont le même âge qu'actuellement, 82 ans. En revanche, c'est des patients à lourde comorbidité. Vous voyez un Euroscore à près de 26, très symptomatique, 80% en classe 3-4, avec beaucoup de comorbidité, mais je ne vais pas y revenir. Essentiellement des voies fémorales, mais seulement 81%. Donc à l'époque, c'était des dispositifs beaucoup plus gros. La mortalité à 1 mois était de 12%, donc c'était un des débuts de cette thérapeutique. Et le résultat final de hémodynamique des premières valves était excellent, puisque le gradient final était à 9 mm de mercure, donc on partait avec de très bons résultats. Alors cette diapositive est impressionnante, mais intéressante, puisqu'elle montre la survie jusqu'à 10 ans de tous ces 242 patients. On n'a eu que 5 patients perdus de vue, c'était des patients étrangers. On a eu énormément de décès, forcément, 194. Et on a suivi les patients jusqu'à l'annonce de leur décès et jusqu'à leur dernière échographie, puisqu'on les fait revenir. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça paraît énorme comme mortalité. Notre mortalité est ici, vous voyez la survie de 1 an jusqu'à 10 ans. Mais c'est la même survie que celle qui a été rapportée par Partner. Partner 1B, c'était les inopérables. Vous voyez qu'à 5 ans, ils ont autant de morts que nous, forcément, puisque c'est la population traitée. Et chez les hauts risques, c'est un petit peu mieux parce qu'ils étaient un petit peu moins fragiles. Mais cela pour dire que, forcément, c'est des patients qui étaient avec d'extrêmement lourdes comorbidités et qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils survivent tous jusqu'à 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer sur le plan de la durabilité, puisque c'est le sujet du jour ? Sur cette série de 242 patients, donc tous les patients ont été suivis. Ils ont été considérés comme survivants jusqu'à la dernière visite ou dernier écho réalisé. Et si on prend la définition chirurgicale, on a un seul patient qui a été réopéré pour dégénérescence. Donc, pour une IA sévère et un gradient élevé, on lui a mis une valve-in-valve, on lui a mis un TAVI par voie fémorale. On a décidé de proposer notre propre définition plus précise pour évoquer la dégénérescence, gradient moyen à plus de 20, et augmentation du gradient de plus de 10 par rapport à la base, et ou insuffisance aortique modérée à sévère qui n'existait pas à la base. Et quand on a cette définition, avec donc encore une fois très peu de perdu de vue, on n'a que 4 patients, dont un qui a cette dégénérescence certaine, c'est celui qui a une valve-in-valve, et 3 qui avaient un gradient entre 20 et 30 possible, sans qu'on ait forcément testé si ce n'était pas une thrombose, c'est-à-dire l'anticoagulation, et aucun cas d'insuffisance aortique modérée ou sévère, ce qui fait, sur un nombre de patients à risque extrêmement bas, forcément, un taux de 88% à 10 ans. Alors pour Vancouver, la même chose, c'est-à-dire un seul patient à une réintervention et un taux de dégénérescence à 8 ans sur, encore une fois, extrêmement peu de patients à risque, de 85%. Alors, au-delà de ça, il y a 3 patients vivants à 10 ans, 2 à Vancouver, 1 à Rouen. Celle-ci, qui mange ses profiteroles, que j'avais déjà montré aux journées européennes, qu'on est allé voir en Bretagne pour ses 10 ans, qui va parfaitement bien, qui mène une vie normale, qui n'a absolument aucun signe de dégénérescence. C'est la seule en Europe, mais on espère bien en avoir d'autres.
Et donc, en conclusion, les bioprothèses percutanées, évidemment, comme les bioprothèses chirurgicales, elles peuvent présenter des détériorations et il va y en avoir. Malgré des données encore très limitées, puisqu'il y a extrêmement peu de patients, on n'a pas l'impression qu'il y ait d'alerte sur la durabilité des bioprothèses percutanées. Ce qui est très important, c'est qu'il faut absolument faire une définition standardisée, à la fois pour le TAVI, mais que ce soit la même pour les chirurgiens cardiaques, et c'est en cours, il y a des consensus, il y a VARC 3 qui est en cours, et l'évaluation comparative est indispensable, et il faut absolument programmer, et c'est envisagé en France, dans le cadre d'un partenariat avec un projet de recherche qu'on a à Rouen, le RHU, de suivre les patients jusqu'à 10 ans, pour avoir une donnée vraiment précise de la durabilité des bioprothèses percutanées. Je vous remercie. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En attendant les premiers commentaires, je voudrais te demander si tu penses, tu as vu l'année dernière qu'il y a eu tout un buzz autour des thromboses de prothèses, des thromboses de leaflets. Est-ce que tu penses que ça peut faire le lit un petit peu d'une dégénérescence soit précoce, soit tardive des prothèses TAVI actuelles? Ou est-ce que même si on a traité avec anti-vitamine K et que ça a disparu, ou anticoagulant avec NACO, est-ce que ça ne peut pas constituer une altération des feuillets qui peut amener plus tard à une dégénérescence? Est-ce que toi, Moi, justement, j'étais un petit peu surprise en fait, d'entendre ces commentaires-là un peu récents, que ça pourrait être le lit de la dégénérescence. Moi, je n'y crois pas vraiment. Enfin, je pense que c'est deux phénomènes complètement différents. Que la thrombose c'en est un et que la dégénérescence en sera un autre, qui sera plutôt tardive d'ailleurs, comme avec les valves chirurgicales. Alors je ne sais pas très bien sur quels arguments se basent les gens qui disent que c'est le lit de la dégénérescence. Je ne sais pas trop. Peut-être que vous avez des idées, mais j'en ai pas moi. Auguste. Alors nous, on avait une drésténose très sévère de 100 mm de mercure 2 ans après une Sapien. Et à ce moment, le malade était beaucoup mieux, on l'a opéré, on a sorti la valve. Et Reino Vermani nous a dit que c'était une infection de low grade. C'était une bactérémie qui persistait, qui a fait que la valve dégénère et un gradient grand. Et la bactérémie, les infections de ces valves, c'est quelque chose qu'on ne pense pas, mais qui existe et qui surtout participe à la dégénération des valves. Oui, c'est vrai qu'on connaît le risque d'endocardite, on sait qu'il y a des endocardites. À ma connaissance, je n'ai pas entendu ou lu quoi que ce soit qui fasse un lien entre l'endocardite et la dégénérescence, mais bon, ça serait aussi intéressant à étudier. Parce que beaucoup de ces petits vieux, ils ont des diverticulites, ils ont des infections urinaires qui ne sont pas cliniquement évidentes. Alors, c'est des bactérémies subcliniques qui apparemment participent. C'est Reino Vermani qui nous a enseigné ça. Oui, il y a une question là-haut, je crois. Merci. Juste une question concernant la définition de la dégénérescence. Vu vous considérez qu'il doit y avoir un gradient qui est supérieur à 20, pensez-vous qu'il faut plus accorder d'importance à la surveillance des petites valves qu'on implante? Alors, je pense que justement, ce qu'il faut, c'est se comparer aux résultats après TAVI. C'est-à-dire que si après TAVI, avec une petite valve, on a un gradient de 19, c'est sûr que s'il a 21, 2 ans plus tard, ce n'est pas une dégénérescence. C'est pour ça nous, à Rouen, on a décidé d'associer une variation d'au moins 10 par rapport à la base. C'est-à-dire qu'il faut partir du gradient final après TAVI. Et c'est vrai qu'après, il y a des cas où on a des petites valves, où on a des gradients plus élevés. On peut avoir 17, 18, mais il ne faut pas que ce soit considéré comme une dégénérescence s'il passe à 22. Donc je pense que c'est la variation supplémentaire d'augmentation. Je trouve même que 10 mm de mercure de différence, c'est très faible. Oui, mais c'est vrai que... Parce que si la fraction d'éjection augmente, tu peux avoir un gradient qui augmente, surtout sur les petites valves. Mais c'est pour ça que j'ai mis que les 3 cas autres, c'était des dégénérescences possibles. Ce n'est pas du tout certain, parce qu'ils peuvent avoir une thrombose, ils peuvent effectivement avoir eu des variations du débit cardiaque, et on pourrait être beaucoup plus sévère et utiliser la définition de Bourguignon, ou celle qui risque d'être utilisée dans le consensus ou dans VARC, de dire qu'il faut plus de 40. Parce que c'est vrai que 25, 20, est-ce que c'est vraiment un problème? En plus, nous, tous ces patients-là ne posaient pas de problème, étaient asymptomatiques. Donc, finalement, on s'en fiche un petit peu. J'ai une question, Alain. Est-ce que vous allez, pour la définition de dégénérescence, est-ce que vous allez faire un scanner ou un autre examen pour différencier thrombose de dégénérescence?
Alors, je sais que c'est assez discuté. Je pense, enfin, nous, ce qu'on fait en pratique à Rouen, c'est que si on a une élévation du gradient sans insuffisance aortique centrale surajoutée, on teste les AVK. C'est-à-dire, on veut tester pendant 4 semaines l'effet de l'anticoagulation pour écarter l'éventualité d'une thrombose. Même sans faire forcément un scanner. Et je pense que le suivi des patients qui ont une valve, il ne pourra pas être par scanner. On ne peut pas faire un scanner tous les ans à d'état vie. Donc je pense qu'il faudra que ça soit de l'échographie et que dans les cas un peu difficiles, on fasse un scanner supplémentaire. Moi, je verrais ça plutôt comme ça. Est-ce qu'il y a des arguments pour penser que les petites valves, les valves de petit diamètre, vont dégénérer plus facilement? Oui, c'était probablement la même question crois, que... Moi, je ne vois pas trop pourquoi, mais... Alors, en chirurgie, les facteurs de risque de la chirurgie, c'est il y a beaucoup l'âge, l'insuffisance rénale, le gradient élevé à la fin de l'intervention. Donc, ça peut faire partie effectivement des petites valves. Donc, mais c'est persistance d'un gradient élevé après chirurgie. Taille de la valve, je ne l'ai pas vue, mais bon, je sais pas. Un gradient élevé. Le bourguignon, mais c'est gradient élevé. C'est gradient élevé. Oui, Thierry. Oui, non, je voulais revenir sur le commentaire de Marina sur le scanner. Je pense que c'est fondamental, s'il y a une élévation de gradient brutale, de faire un scanner, parce que tu as le diagnostic immédiatement, c'est très facile. Donc, bien sûr, le test aux anticoagulants, c'est bien, mais c'est quand même bien de savoir s'il y a une thrombose ou s'il n'y a pas de thrombose rapidement. Oui, non, mais tu as raison. En fait, nous, on le fait aussi, le scanner. J'ai répondu un peu de travers, mais on fait un scanner et on teste quand même les anticoagulants. Voilà. Mais je pense que c'est un message pour tout le monde. Vous avez un gradient qui est passé de 10 à 25. 2 mois plus tard, il y a quelque chose qui cloche. Donc, il faut faire un scanner tout de suite. C'est une dernière question là-haut. Moi, je voulais revenir sur la définition de la dysfonction de la bioprothèse. Ne croyez-vous pas qu'en parlant purement de gradient, on trouve de plus en plus de dysfonctions? Parce qu'on peut supposer tu parlais du débit tout à l'heure, donc il y a des augmentations, des améliorations de la fonction VG après levée de l'obstacle. Est-ce que ce ne serait pas plus pertinent de parler en taux de perméabilité, par exemple? Oui, alors justement, la semaine dernière, il y avait une réunion d'un petit groupe européen. Il y avait Jérôme Bax, il y avait des échographistes. Ils discutaient, ils n'étaient pas encore tout à fait d'accord sur quels critères seraient les plus pertinents, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu des échographistes qui disaient que l'index de perméabilité était probablement beaucoup plus adapté que les autres paramètres pour suivre l'évolutivité d'une obstruction à travers une valve, c'est vrai. Et je sais que donc tout ça, c'est vraiment en discussion. Je pense que dans l'année 2017, il va y avoir un consensus européen et américain sur les critères, la façon de suivre, la définition, etc. C'est un sujet d'actualité. Bon, merci beaucoup, Hélène.